Bonjour, bienvenue sur Infocrime. On continue ensemble de voir les affaires qui font partie de la liste de 21 cas qu'a dressé l'ORCVP dans lesquels les fournirés sont investigués. Là on arrive bientôt à la fin, on a déjà vu toutes les affaires qui n'étaient pas connues. Là il en reste plus que quelques-unes, bon elles sont connues, je voulais pas les faire. Après je me suis dit bon, je les fais toutes d'un coup. Mais je veux pas faire ça, je veux, même si ces affaires elles sont déjà connues, je veux bien faire mon maximum quand même pour ces victimes. Alors on va les traiter une par une. Aujourd'hui, celle dont on va parler, elle s'appelle Carole Soltysiak. Elle fait partie d'un cluster de meurtres qui a eu lieu sur les bords de la 6, au long de la 6. Elle fait partie des victimes qu'on appelle les disparus de la 6. J'avais un abonné qui m'avait demandé de faire des recherches sur les disparus de la 6. Un abonné que j'aime bien, il se reconnaîtra. Donc bon, je lui avais dit que j'avais déjà fait des recherches mais que j'avais jamais rien trouvé sur ces affaires. Là j'ai tout ressorti, j'ai refait encore des recherches. Bon, j'ai rien trouvé de fou. Si vous voulez des noms de gars qui est à proximité et qui à la limite pourraient se retrouver à être impliqués là-dedans, je vais vous en donner. Mais j'ai rien trouvé vraiment de probant. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le 17 novembre 1990, Carole Soltysiak, une jeune fille de 13 ans, rentre chez elle avec son petit ami après qu'ils aient passé la soirée avec des amis à eux. Arrivés à proximité de la cité du Vernois, qui se situe à Monceau-les-Mines, ils se séparent les deux. Et à partir de là, on ne sait pas qui a enlevé Carole. Quoi qu'il en soit, elle est retrouvée violée et poignardée à 4 reprises, à une dizaine de kilomètres de son domicile. Elle est retrouvée près de l'étang de Ramus, dans les bois de Roselay. Voilà, c'est des chasseurs qui tombent sur le corps. La victime, elle est dénudée, elle a une sangle enroulée autour du cou. Les auteurs, ils ont essayé d'incendier le corps avec du gasoil et apparemment du whisky. Voilà, bon, il y a des traces de strangulation, etc. Là, maintenant, on va voir un peu les pistes qu'il y a. On va voir ce qu'il y a eu au niveau de la police scientifique. C'est vraiment dur de faire le trait entre tout ça. Alors on va voir. Alors, il y a des sources qui disent qu'il y a de l'ADN qui a été retrouvé sous les ongles de la victime. Il y a une autre source qui est fiable parce que c'est un des gendarmes qui a enquêté sur cette affaire qui le dit. C'est qu'ils ont aussi retrouvé un poil sur le corps. Et après, bon, dans d'autres articles, ils disent qu'apparemment, il y a même du sperme qui a été retrouvé sur le corps aussi. Et on le verra plus tard, c'est un sperme avec une particularité qui peut pointer vers une certaine personne. Donc, comme piste, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a un gars qui a été soupçonné, il a été investigué parce que quelque temps après le meurtre, juste quelques jours après, il a quitté femme et enfant et il est parti comme s'il était en cavale. Il a été disculpé justement grâce à l'ADN. Après, les enquêteurs, comme ils pensent que les auteurs ils connaissaient les lieux, ils ont regardé un peu qui c'est qui traînait dans le coin. Ils ont investigué 2 gars qui ont des problèmes psychiatriques. Ces 2 gars-là, ils faisaient partie d'une bande qui squattait dans une maison en ruine à proximité de la scène de crime. Et détail troublant, bon, c'est des gars qui sont dans l'alcool, la drogue et tout. Et il y en a un, dans les années après le meurtre, à chaque fois au mois de novembre, il partait en psychose. Donc c'est troublant parce que c'est à l'époque où elle a été tuée la petite, bien sûr. Et surtout, il a donné des détails que sûrement que les auteurs connaissaient. Bon, il a expliqué en gros que avec des complices,
Ils ont ramassé la petite Soltysiak sur le bord de la route, qui l'ont amené, qui l'ont forcé à boire de l'alcool, et qu'après, on sait ce qui s'est passé. Et il a donné le détail que du whisky avait été versé sur le corps. Et ça, apparemment, à l'époque, ça n'avait pas été rendu public. Seulement, ces deux benets là, ils ont été disculpés parce que leur ADN n'y matchait pas. Voilà, donc c'était une belle piste qui s'est retrouvée en cul-de-sac au final. Voilà, mais c'est vrai que c'est troublant. La piste suivante, et là on commence à arriver sur du sérieux suspect, ça a été la piste du tueur en série Francis Holm. Alors Francis Holm, à l'époque, il était encore en liberté. C'était un vagabond. Ils n'ont pas réussi à savoir à quel endroit exact il était le 17 novembre 1993. Il a été localisé dans le sud-ouest. Après, ils ne savent pas s'il n'est pas remonté pour les fêtes de fin d'année dans sa région natale de Lorraine. Donc, qu'est-ce qui pointe vers Holm? Il y a plusieurs points. Déjà, il évoque, je cite, un grand malheur qui serait arrivé à cette époque, à l'époque du meurtre. Il dit des choses qui peuvent laisser penser qu'il a déjà traîné à Montceau-les-Mines. Aussi, il évoque une cave, et pas loin de la scène du crime, il y a une maison où il y avait des marginaux comme lui qui squattaient à une époque. Alors on ne sait pas si cette maison elle est située près du lieu où le corps a été retrouvé ou si elle est située près de là où les enquêteurs pensent que Carole a été enlevée. Aussi, il y a des détails troublants au niveau du MO, du modus operandi. Les coups de couteau qui ont été portés à Carole, ils ont été portés d'une façon bien spécifique, que Holm il a déjà utilisé, c'est qu'ils ont été portés de façon oblique, dans un axe oblique. Et aussi, la victime elle a été étranglée, mais l'os hyoïde, c'est un os qu'il y a au niveau du cou, de la gorge, tout ça, il n'a pas été écrasé. Et le meurtre de Carole Soltysiak, il ressemble aussi en de nombreux points au premier meurtre connu de Holm, celui de Lionel Gineste, qu'il avait commis quelques années plus tôt en 84. Alors les points communs, c'est que le corps il est abandonné nu dans une forêt. Lionel Gineste, elle avait reçu aussi 4 coups de couteau. Et c'est des meurtres qui ont eu lieu sans que ce soit vraiment proche, dans la partie est de la France. On sait que Holm il se déplaçait beaucoup, mais c'est des meurtres qui ont été commis dans l'est de la France. Plus ou moins. Autre détail troublant. Les deux gars qui avaient été investigués, là, qui avaient des problèmes psychiatriques, ils ont évoqué un troisième homme qui aurait été avec eux, qu'apparemment ils connaissaient pas plus que ça. Et on sait que Holm, il avait le chic pour embrigader des complices sur ces meurtres. Par exemple, lui, il n'avait pas de voiture. Pour Gineste, il avait embrigadé un certain Joseph Molins. Voilà, en fait, il buvait avec des marginaux, des alcooliques, tout ça. D'un coup, il leur disait, par exemple, quand il voyait, c'est un exemple, hein, il voyait une autostoppeuse, Holm, il disait, on la prend. Et après, il commençait l'agression, tout ça. Le gars qui était avec lui, il se retrouvait au pied du mur, où il violait la victime, où il était là en tant que spectateur, et Holm, il commettait le meurtre. Voilà, il embrigadait toujours quelqu'un. Et il a même sévi avec un autre assassin, qui s'appelle Didier Gentil. Je vais pas vous parler de ça, parce que là, on parle du meurtre de la petite Carole. Mais tout ça pour vous dire qu'il embrigadait toujours quelqu'un. Alors ce qui a pu se passer, si lui il était à l'époque à Montceau-les-Mines, il aurait traîné avec ces deux gars là. On se souvient que ces gars c'était des drogués et des alcooliques qui traînaient dans des maisons en ruine, etc. Holm c'est pareil, un mec qui boit, qui squatte, etc.
peut-être que leur chemin s'est croisé. Ils étaient ensemble en voiture, ils voyaient la petite Carole. Holm, il les embrigade pour prendre en charge la victime. Et après, on sait comment ça finit. Voilà, c'est une hypothèse. Enfin, autre chose qui pourrait pointer vers Holm, mais c'est pas autant discriminant qu'un test ADN, bien sûr. C'est que Holm, il a une maladie, c'est le XXY syndrome, qui est plus connu en France sous le nom de la maladie de Klinefelter. Et les gens qui sont atteints de ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'ils sont azoospermiques. C'est-à-dire que dans le sperme, il n'y a pas de spermatozoïdes chez eux. Et selon le Figaro, dans le sperme qu'ils ont retrouvé sur le corps, il n'y avait pas de spermatozoïdes non plus. Et bon, ça c'est une maladie rare. Donc bon, c'est sûr que là ça commence à faire beaucoup. Seulement, l'ADN de Holm ne matche pas avec celui retrouvé sur le corps. Voilà. Alors pendant des années, ils avaient tout cet ADN et tout, ils n'avaient pas testé celui de Holm. On se demande pourquoi. Et puis au final c'est testé et apparemment ça matche pas. Voilà, c'est vrai que cette piste de Holm elle est troublante. Mais bon, on passe à la suivante, qui est celle tout simplement de Fourniret. Voilà alors. C'est bizarre parce que Fourniret, il avait déjà été investigué aussi. L'ADN n'a pas matché aussi. Et pourtant, des années après, la petite Soltysiak, elle atterrit dans la liste des 21 cold cases là, de l'ORCVP. Alors pourquoi? S'ils ont été écartés par l'ADN, les Holm, les Fourniret, etc. Comment ça se fait qu'ils reviennent dans l'affaire? Alors en partant du principe que c'est pas les médias qui ont fait une erreur en disant qu'il y a du sperme qui a été retrouvé sur le corps, qu'est-ce qui pourrait faire que même si l'ADN de ce sperme ne matche pas avec celui de Fourniret, Fourniret continue à être soupçonné? Ça peut être que les enquêteurs pensent que le propriétaire du sperme n'est pas l'auteur du meurtre. C'est-à-dire que par exemple, Carole, elle aurait eu un rapport avec quelqu'un et que plus tard, elle aurait été tuée par une autre personne. Mais bon, ça me paraît vraiment peu probable. Mais bon, quand ils retrouvent voilà, de l'ADN sur un corps et que après ils disent que c'est pas celui de l'auteur, en général c'est ça. C'est que la victime elle a eu un rapport avec quelqu'un, qu'elle est partie et qu'elle a été tuée plus tard par quelqu'un d'autre. Mais bon, ce cas c'est que apparemment ils en ont retrouvé aussi sous les ongles de l'ADN. Alors on ne sait pas si c'est des cellules épidermiques qu'ils ont retrouvées. Des petits morceaux de peau que par exemple la victime elle aurait griffé l'agresseur. On ne sait pas si c'est ça qu'ils ont retrouvé. Ou si c'est une autre source d'ADN, autre chose, que peut-être que c'était un truc qu'elle a touché. Bon, enfin, je pars pas dans des trucs comme ça parce que je me connais pas trop dans tout ce qui est forensique et tout. Quoi qu'il en soit, il y a de l'ADN dans l'affaire apparemment. Il ne matche pas avec celui de Fourniret. Et pourtant, Fourniret est toujours soupçonné. Alors qu'est-ce que c'est qui peut laisser penser que c'est lui? C'est que la victime, apparemment, elle aurait été enlevée alors qu'elle était en train de marcher toute seule, comme plusieurs victimes de Fourniret. Elle rentre dans la typologie de victime que cherchait Fourniret. Personne n'a rien vu, rien entendu, ce qui peut laisser penser que la victime n'a pas été enlevée par la force, qu'elle n'a pas crié, blablabla, qu'il n'y a pas eu de grabuge. Ça pourrait être expliqué par le fait que ce soit Olivier qui l'a appâté. Mais si vous ne connaissez pas leur modus operandi, regardez mes autres vidéos et vous saurez. Il y a aussi le fait que les habits de la petite, ils n'ont pas été retrouvés.
Il manquait son jean et un blouson vert à capuche apparemment. Et on sait que Fourniret, des fois, il ramenait entre guillemets des trophées. D'ailleurs, il y a des trucs qui ont été trouvés dans sa camionnette, des jupes d'enfants et tout. Donc il y a ça aussi, que ce serait un bourrin comme Holm. Holm, il saccageait une victime, mais j'ai jamais entendu dire qu'il amenait des trophées avec lui. Lui, il tombait sur quelqu'un, il le massacrait, il partait. C'était pas un fétichiste comme Fourniret. Ensuite, il y a le fait que Montceau-les-Mines, ça se trouve sur la route que devaient emprunter les Fourniret, ne serait-ce que pour aller voir les fils de Olivier, dans le sud. Il y a le fait que la petite, elle a été étranglée, mais aussi poignardée, comme pour Natacha Danet, la victime de Fourniret. Qu'il les étranglait, mais que quand il voyait qu'il y avait de la résistance, ça lui arrivait de mettre de poignarder. Alors, ce qui peut expliquer, même s'il y a de l'ADN, admettons que c'est l'ADN de l'auteur. Mais pourquoi Fourniret pourrait rester un suspect aussi, c'est parce que Fourniret, dans les années 90, il fréquentait une secte. Le entre guillemets gourou de cette secte a eu aussi des histoires de mœurs. Alors ça, dans le magazine là, de Carl Zero, ils en avaient parlé. Ceux qui connaissent ma chaîne, si vous voulez aller voir la vidéo que j'ai fait sur Estelle Mouzet, je vous en parlais déjà depuis belle lurette de ce gars, qui s'appelait André Tange. Alors André Tange d'ailleurs, quand il avait été condamné pour meurtre, il était parti en cavale en France. Alors est-ce que dans ces années-là, Tange et Fourniret y rôdaient à la recherche de victimes? C'est une bonne question. Après, qu'est-ce que c'est qui peut laisser penser, à part l'ADN, que c'est pas Fourniret? C'est un petit détail, moi, qui me trouble. C'est le coût du gasoil. Fourniret, il sait très bien que le gasoil, c'est pas avec ça que vous allez faire cramer quelque chose, ça prend pas bien. Voilà, il aurait mis de l'essence, ça avait été lui, sauf si il avait que du gasoil sous la main, et que c'était plus pour effacer des traces parce que c'était liquide, ou pour brouiller les pistes. Ce qui expliquerait qu'il y a eu du whisky et tout, mais bon, c'est étrange. Voilà, ou peut-être que Carole Soltisiak, elle se retrouve sur la liste de l'ORCVP, tout simplement parce qu'ils veulent refermer cette porte de Fourniret pour être sûr. Voilà. Peut-être qu'il n'y a rien qui pointe vers lui, mais qu'ils veulent vraiment refermer la porte pour être sûr que c'est pas lui qui est dans le coup. Voilà. Bon, maintenant, on va voir un peu qui y avait comme taré dans le coin. Alors, comme je vous ai dit, Carole Soltisiak, elle fait partie d'une série de meurtres qui est connue sous le nom des disparus de la 6. Et il y a certaines de ces affaires, des disparus de la 6, qui ont été élucidées. On va commencer par les auteurs de ces affaires. Là. Le premier, c'est Jean-Pierre Murat, qui a tué Christelle Maillery en 86. Alors, lui, il était parti en Suisse quelques années après le meurtre. Et il est rentré justement au Creusot, qui se trouve à quelques kilomètres de Montceau-les-Mines. Il est rentré en 90. On sait que la petite Soltisiak, elle a été tuée en novembre 90, donc on peut s'imaginer que Murat, il était déjà rentré en France. Et puis de toute façon, il a déclaré lui-même venir toutes les 2 semaines en France de Suisse, quand il était en congé, voire toutes les semaines. Bon, déjà, on a lui qui est possiblement l'auteur. À moins qu'il ait un alibi, hein. Moi je sais pas, dans les médias, ils parlent pas de lui. Ensuite, on a Pascal Jardin. J'avais oublié de préciser que Jean-Pierre Murat, il a tué sa victime à coups de couteau. Et on a vu que la petite Soltisiak, elle a été tuée à coups de couteau. Bon. Donc Pascal Jardin, il est connu pour avoir tué Christelle Blétry en 96.
Tout ça, c'est des gars qui vivaient à proximité de Montceau-les-Mines, dans le coin. Vraiment, c'était voilà, c'était quelques dizaines de kilomètres maximum. Pascal Jardin, il a aussi tué la victime à coups de couteau. Il lui en a mis 123 pour être précis. Pascal Jardin, il est soupçonné dans d'autres affaires de la 6. Bon, j'ai pas vu qu'il soit cité dans l'affaire Soltisiac, mais il est cité dans d'autres affaires. Après, on a Jacques Martin, qui a tué Anne-Sophie Girolet, bien plus tard, en 2005, certes. Mais bon. Alors Jacques Martin, il ne faut pas confondre avec Jacques Martin, qui est soupçonné dans la disparition de Emmanuel Sanchez à Toulouse, bien sûr. Hein. Et c'est pas Jacques Martin qui fait chanter les mémés le dimanche non plus. Là, c'est Jacques Martin. Bon, ce qu'il y a, c'est que lui, je le cite parce qu'il vivait dans le coin, mais je ne sais pas s'il était en liberté à l'époque. Parce qu'il a de nombreuses condamnations sur son casier. Il a fait des années et des années de détention et j'ai pas été en mesure de savoir quand il était libre ou quand il était dehors. Donc, disons, lui, s'il était en liberté, il était dans le coin. Voilà, maintenant on va passer aux gars qui ne sont pas cités dans l'affaire des disparus de la 6, qui sont connus pour d'autres affaires qui ont été commis plus loin, mais qui auraient pu être de passage. Bon, déjà, on avait Jean-Pierre Gachot qui habitait à Nevers, à une centaine de bornes de Montceau-les-Mines. Jean-Pierre Gachot, qui c'est? Jean-Pierre Gachot, il a tué une fille au début des années 2000, 2005 si mes souvenirs sont bons. Ah bon, il lui a fait un piège avec une petite annonce. Ça n'a aucun rapport avec le meurtre de Carole Soltisiac. Mais bon, il est soupçonné dans une autre affaire qui a eu lieu près de Nevers, que si vous voulez la découvrir, je vous la mettrai en pin comment. Et dans cette affaire-là, il a essayé d'incendier le véhicule. Donc là, on a vu que la petite Soltisiac, ils avaient essayé de brûler le corps aussi. 100 bornes, c'est pas des années-lumière, c'est 1 heure de route. Donc on avait lui. On avait Ulrich Münstermann, qui à l'époque vivait en Angleterre, mais qui était en vadrouille à travers l'Europe, parce que bon, il avait un van, ce gars, et il se déplaçait. Personne ne sait exactement où il était à quel moment, parce qu'il se déplaçait avec le van et il dormait dans le van, donc il n'y avait pas de traces dans les hôtels et blablabla, blablabla. À l'époque, il n'y avait pas la téléphonie, etc. On sait juste qu'il a séjourné à Châlons en Champagne. Bon, c'était pas en 90, c'était en 86. Mais il a laissé des traces là-bas parce qu'il s'était inscrit dans une salle de muscu en fait. On sait qu'il est resté au moins 3 mois à Châlons-en-Champagne. Il connaît la région. Pas Châlons-Champagne, Chalon-sur-Saône, pardon. Donc voilà, il y a Münstermann qui a possiblement tué d'autres personnes dans la région déjà. Et qui était peut-être de passage et qui a peut-être enlevé la petite Carole. On ne sait pas. T'avais Christian Vangeloven, qui était encore libre à l'époque. Alors Christian Vangeloven, à l'époque, il habitait à Saint-Dizier. Certes, c'est relativement loin. C'est peut-être 2h30, ce qui n'est pas de l'autre côté de la planète. Mais c'est surtout que Christian Vangeloven, il était commercial, il bougeait beaucoup. Il faisait beaucoup de routes. Même quand il avait perdu son travail, il bougeait. D'ailleurs, on a vu les crimes pour lesquels il est connu. Le double meurtre de deux petites, là. À l'époque, il habitait à Saint-Dizier. Il est parti, ces pauvres petites, il les a tuées dans la région de Perpignan. C'est-à-dire de l'autre côté de la France. Voilà. La 6, c'est un axe qu'à l'époque, vous étiez carrément
pas obligé, mais à moins que vous vouliez faire des milliers de kilomètres par la nationale, c'était, si vous vouliez prendre l'autoroute, c'était un axe que vous étiez carrément obligé de prendre. Donc il y avait lui qui était en liberté, Van Geloven. Après, j'ai deux autres gars, là ça commence à être un peu plus tiré par les cheveux, disons, mais bon. Les cold cases, si c'est pas résolu, c'est pas pour rien, c'est justement parce que la réponse, elle est pas là sous vos yeux. Donc il faut essayer de trouver d'autres pistes, etc. Voilà. Donc un de mes gars, c'est Jean-Marc Reiser. Pourquoi Jean-Marc Reiser? Parce que à cette époque-là, bon lui il est de Strasbourg, mais à cette époque-là, il faisait des études en Corse. Alors comment il se rendait en Corse? Est-ce qu'il faisait des allers-retours entre Strasbourg et la Corse? Est-ce qu'il prenait l'avion? Ou est-ce qu'il descendait de Strasbourg à par exemple Marseille, Toulon, Nice et blablabla pour prendre le ferry? C'est une bonne question. Et si oui, s'il se rendait en ferry en Corse, est-ce que sur la route il n'a pas fait des victimes? Et est-ce que parmi ces victimes il n'y a pas la petite Carole? C'est une bonne question. Même question pour Nicolas Charbonnier, l'étrangleur de la Robertso, qui est lui aussi de Strasbourg, mais qui, bon, j'ai jamais eu la date exacte. Je penche plus vers 92, parce qu'il y a une source plus sûre qui dit que c'est en 92 qu'il a déménagé. Mais bon, il était parti de Strasbourg pour aller vivre dans la région bordelaise. Donc est-ce qu'il était parti comme ça en 92 sur un coup de pif? Ou est-ce que dans les années précédentes, il s'était déjà rendu plusieurs fois dans les Landes pour visiter, etc., pour voir comment c'était, et voir s'il pouvait s'y installer? Et est-ce que quand il s'est rendu là-bas, il a fait des victimes sur la route, tout simplement? Donc il y avait lui qui était libre aussi. Et après, j'en ai un autre avec un détail qui est un peu plus troublant. Bon, ce gars, j'avais essayé de voir s'il n'était pas dans l'affaire Cécile Vallée, sur laquelle j'ai fait une vidéo récemment. Là. Si vous voulez aller la voir, attendez la fin, vous irez la voir après. Bon, lui, il a commis un meurtre sur un enfant, justement, pas loin de Saint-Jean-de-Maurienne, où Cécile Vallée, elle a disparu. Seulement, en fait, il faisait la saison là-bas, dans une station pas loin. Mais rien me dit qu'à l'époque de la disparition de Cécile, il était déjà. Parce que lui, normalement, il est originaire de Toulouse. Alors, est-ce qu'il était à Toulouse ou est-ce qu'il était déjà là-bas dans les stations? J'en sais rien. En tout cas, Laurent Gasse, je sais qu'il a été saisonnier, qu'il a travaillé au Luxembourg. Il a fait pas mal de saisons à droite, à gauche. Donc la 6, c'est sûrement un axe qu'il a emprunté. Même question, est-ce qu'il a fait des victimes? Voilà. Le détail qui est troublant avec lui, bon, c'est un petit détail, mais c'est qu'on sait que Carole Soltysiak, son meurtrier, lui a versé du whisky dessus. Et lui, Laurent Gasse, la nuit où il a tué un enfant là-bas dans les stations, une petite, il avait passé la nuit à aller boire du whisky. C'est un cuisinier, si vous voulez, ce gars. Il faisait des saisons un peu de partout. Et la nuit où il a tué la petite, il allait en cuisine, dans la cuisine où il travaillait. Il buvait du whisky, chargeait. Et après, il a agressé plusieurs enfants dans la nuit et il a tué un enfant, une petite. Voilà. Donc ce gars, comme je vous ai dit, il bougeait beaucoup. Il a sûrement emprunté la 6. Est-ce qu'il est dans des affaires de la 6? C'est possible. Et je me pose même la question de savoir s'il n'est pas dans des affaires des disparus de l'Isère. Voilà. Donc je vous ai dit tout ce que je savais à propos de l'affaire de cette pauvre petite Carole là. Ça fait plus de 30 ans qu'elle a été tuée. 13 ans. Imaginez-vous, 13 ans. Ils l'ont obligé à boire, ils l'ont violé, ils l'ont tué. Est-ce que ce crime il va rester impuni? Il faut pas. Faut pas que ça reste impuni ça. Faut trouver les ordures qui ont fait ça.
en espérant qu'elle soit encore vivante et qu'elle paye. Voilà, donc il faut faire le maximum pour trouver qui c'est. Si quelqu'un sait quelque chose, n'hésitez pas à parler. Parce que là, c'est pas un trafic de shit, c'est un meurtre d'enfant. Si vous savez quelque chose, il faut absolument que vous le dites. Que vous le disiez, pardon. Mais dites-le. Voilà. Alors si vous êtes arrivé jusque là, au point où vous en êtes, vous pouvez vous abonner, mettez un like. Et je vous dis à bientôt pour d'autres affaires. Là, on va continuer dans la lancée à traiter des affaires dans lesquelles les fourniries sont investiguées. Et les prochaines seront sûrement des autres affaires de la 6. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Merci pour votre attention. Au revoir.